Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, la dernière fois, je n'avais pas pu terminer le chapitre qui concernait les différentes expéditions de Bolivar. Bolivar, rappelez-vous, son idée principale, c'était s'affranchir de la tutelle de l'Espagne. Alors, Bolivar va rencontrer de grandes victoires, de grandes défaites, et nous allons voir comment il va terminer. Avant de passer à un très court chapitre sur les débuts de la vie de García Moreno. Donc je finis avec cette première partie. Je pense que c'est important de voir l'Équateur avant García Moreno. Donc nous avions vu le pays de García Moreno, l'Espagne en Amérique, la question du régalisme et du régicide, Bolivar, avec ensuite la tyrannie révolutionnaire. Nous allons y arriver. Donc les années 1820-1821 furent consacrées. 1821, c'est la date de naissance de García Moreno. Les années 1820-1821 donc vont être consacrées par Bolivar à consolider la conquête par la fondation de l'Union colombienne, avec le congrès d'Angostura qui décrète que le Venezuela et la Nouvelle-Grenade formeraient une seule nation. Voilà, nous en étions là. En conséquence, Bolivar va convoquer un nouveau congrès pour constituer, pour élaborer, pour présenter la constitution de la Colombie. Nommé président de la République, Bolivar abandonne le pouvoir au vice-président Santander. C'est un nom qu'il faut retenir puisqu'il sera ensuite l'ennemi de Bolivar. Donc, nommé président de la République, il abandonne le pouvoir au vice-président Santander pour reprendre aussitôt l'œuvre d'affranchissement en partant porter le drapeau de l'indépendance en Équateur, au Pérou, et il se met en marche en janvier 1822. Alors, pour arriver à l'Équateur, il fallait traverser la province de Pasto. C'était une région de braves montagnards. Ces montagnards qui étaient des hommes, des femmes, des enfants, tout un peuple, un clergé, le clergé, embusqués derrière les rochers, protégés par les torrents, les fleuves, les frontières, donc avaient pris la résolution de vaincre les révolutionnaires ou de mourir pour leur roi et leur Dieu. C'était le général Garcia qui commandait la province. Il avait même juré au gouverneur de Quito qu'il lui amènerait enchaîné le traître Bolivar. Alors, il y a eu quelques combats. Après ces combats, Bolivar va entrer triomphant à Pasto et il apprend bientôt une bonne nouvelle. Le général Sucre, qu'il avait lancé dans l'Équateur pour lui préparer les voies, venait de remporter une éclatante victoire sur le général Emmerich, gouverneur de Quito. Cette bataille qui avait été livrée sur le mont Pichincha, qui domine Quito, terminait donc la campagne. La Colombie est libre, s'écria Bolivar. C'était son dessein donc d'annoncer l'annexion des provinces de l'Équateur à la grande République colombienne. À Quito, donc, Bolivar fut reçu en triomphateur. Et pour perpétuer le souvenir du 24 mai, qui est la date
de la victoire de Pichincha, la municipalité décréta l'érection d'une pyramide sur laquelle serait gravée cette inscription: à Simon Bolivar, l'ange de la paix et de la liberté. Après une proclamation solennelle aux délégués de la province, l'annexion de la Colombie fut votée. La Colombie affranchie restait encore aux Espagnols le Pérou, révolutionné déjà depuis plusieurs années, mais dont les patriotes, par suite d'interminables discordes, n'avaient pu achever la conquête. Donc Bolivar leur offre son secours, ils acceptent tout en hésitant, parce que la gloire du grand général offusquait déjà les démagogues de Lima comme ceux de Bogota. Donc il va passer l'année 1823 à préparer la campagne, mais ce fut une véritable agonie. Environné de troupes prêtes à se mutiner ou à déserter, ainsi que de traîtres, malade d'épuisement et de fatigue, Bolivar va travailler jour et nuit à créer une armée capable de battre les 20 000 Espagnols campés au Pérou. Tout est prêt, tout était prêt, donc jusqu'aux détails les plus minimes. Bolivar traverse la cordillère à la tête de ses troupes et rejoint le général Sucre dans les plaines du Sacramento. Et l'action s'engage dans les plaines du Junín. Les deux cavaleries se précipitent l'une sur l'autre. On lutte pendant 1 heure, corps à corps, à l'arme blanche. Les Espagnols prennent la fuite. Laissant derrière eux 2000 cadavres et un immense butin. Et les troupes républicaines acclament alors le grand Bolivar. Quelque temps après, le vice-roi La Serna tente une revanche dans les champs d'Ayacucho avec 1000 hommes, 11 pièces d'artillerie. Il vient attaquer Sucre pendant une absence de Bolivar. Et Sucre le cerna si bien qu'il n'eut d'autre alternative que de se rendre ou d'être haché sur place. Et vice-roi, officiers, soldats tombent entre les mains des vainqueurs. Sucre fit hommage de sa victoire à Bolivar, le Libertador, qui lui répondit en le nommant grand maréchal d'Ayacucho. Cependant, le général Olaneta occupait encore le Haut-Pérou avec 8000 Espagnols. Bolivar envoie Sucre conquérir ce lointain pays pendant que lui-même organise les provinces péruviennes. Après une longue marche, l'armée arrive donc au pied du Potosi et le 1er avril 1825, il écrase les royalistes dans un combat qui fut le dernier. Alors Bolivar, en grand libertador, visite les villes du Pérou, Arequipa, Cusco, Pasco. Il descend à La Paz, qui se trouve en Bolivie aujourd'hui, capitale du Haut-Pérou, où il rejoint son armée triomphante. Et là, il reçoit les députés qui, pour immortaliser le nom de leur libérateur, avaient appelé leur république Bolivie, en souvenir de Bolivar, évidemment. Ils le prièrent de donner au pays qu'il avait sauvé du despotisme, entre guillemets, un gouvernement tout à la fois libéral et conservateur. Alors, édifié sur la Constitution, sur les défauts de la Constitution colombienne, qui déjà tendait à l'anarchie, Bolivar établit un pouvoir solide, un pouvoir durable. Présidence à vie, et cette présidence à vie va décourager les ambitieux, mais elle devait assurer la stabilité des institutions. Donc, 15 années de combat, voilà ce qu'aura duré le combat de Bolivar. Il était convaincu, je cite, d'avoir jeté par terre l'édifice de la tyrannie
qu'avait élevé pierre par pierre 3 siècles d'usurpation et de violence. Quand même être gonflé pour sortir cela. Et il exprime sa joie de se voir affranchi des millions, de voir affranchi, dit-il, des millions et des millions de frères réduits à l'esclavage le plus dégradant. Pauvre Bolivar. Il va bientôt apprendre à ses dépens que l'étendard de la liberté n'est déjà plus dans les mains de la Révolution et que le sombre drapeau d'un despotisme bien plus lourd que celui des rois va faire son apparition. La Colombie périra parce que Bolivar a oublié d'y planter l'étendard de Christophe Colomb, l'étendard de la croix. Et donc arrive la tyrannie révolutionnaire. Bolivar avait affranchi, entre guillemets, l'Amérique de l'Espagne, mais est-ce qu'il l'avait affranchi de la tyrannie? Bien sûr que non. Et du joug régaliste, il la fit passer sous le joug le plus écrasant des révolutionnaires. Bolivar, grand guerrier, grand orateur, mais politique à courte vue. Comme tous les hommes issus de 1789, il identifiait dans sa pensée la monarchie avec le despotisme, la République avec la liberté, confondant ainsi la forme avec le fond. Sa philosophie, quelle est-elle? C'est le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Son évangile, c'est la Déclaration des droits de l'homme. Et son principe de gouvernement, c'est la souveraineté du peuple, thème invariable de ses discours, qui, évidemment, chasse la souveraineté du Christ. Donc, ce Parlement souverain, c'est le despotisme du nombre que nous connaissons, substitué au despotisme d'un seul, avec cette aggravation qu'un tyran couronné peut toujours craindre le poignard ou l'insurrection, tandis que les tyrannos sans couronne de nos assemblées sont absolument irresponsables. Ce sont des rouages impersonnels de toute la machine législative. Alors, pour fonder un gouvernement libre, il faut trouver un frein moral qui bride la volonté humaine, impériale, royale ou parlementaire, lorsque cette volonté emportée par les passions devient tyrannique. Et ce frein de justice, nous le connaissons, ce frein de justice, il n'est autre que la loi de Dieu, interprétée par l'Église, qui est son organe officiel. Seul, en effet, seul Dieu ne peut commander en despote, parce qu'il est la vérité souveraine, il est la souveraine justice. Alors on peut discuter sur le mérite respectif des formes gouvernementales, on peut discuter sur leur convenance relative à tel État particulier, mais au fond, le pouvoir, l'individu ou l'Assemblée, dégénérera toujours en tyrannie si, l'affranchissant des lois divines, on proclame sa souveraineté absolue. Et cet axiome politique, eh bien, les libéraux de la naissante Colombie vont se charger de l'enseigner à Bolivar. Pendant qu'il combattait pour l'indépendance, un homme qui lui devait ses titres militaires et civils administrait la Colombie en qualité de vice-président de la République. Et c'est le général Santander, démocrate comme Bolivar, qui entendait autrement que lui la souveraineté du peuple. Alors Bolivar, lui, il eût volontiers laissé l'Église vivre librement dans un État libre, l'Église libre dans l'État libre. Mais son lieutenant, Santander, en vrai sectaire, pensait que si l'État est souverain, il doit dominer l'Église et il doit même briser l'Église, pour peu qu'elle résiste aux ukases
des majorités parlementaires. Ainsi, du reste, le veut la logique. La révolution, basée sur le satanique principe de la souveraineté absolue de l'homme, doit fatalement persécuter l'Église, laquelle n'abdiquera jamais la souveraineté qu'elle tient de Dieu. Mais au sein des populations essentiellement catholiques, comment créer dans les chambres une majorité hostile à l'Église? Santander n'ignorait sous ce rapport aucune des manœuvres européennes. D'abord, il établit à Bogota une loge maçonnique qu'on décora, pour ne pas effaroucher le peuple, du beau nom de Société des Lumières. On y donnait aux naïfs des leçons d'anglais, de français. Quel humanitarisme! Puis on les enrégimentait dans la secte, qui bientôt fut très en vogue. Alors, à côté de Santander, déclaré vénérable, et des ministres grands dignitaires de la loge, figuraient des généraux, des commerçants, des avocats, des prêtres, et même des religieux plus ou moins libéralisants. On y banquetait, on y invectivait contre l'Espagne, contre l'Inquisition, contre l'intolérance des papes, la domination du clergé. Vous voyez, ce sont des thèmes qui sont récurrents, encore aujourd'hui. La religion ferait de grands progrès, disait-on, à ses apprentis, si le clergé se désintéressait de la politique. Alors, pour répandre dans le peuple le poison élaboré dans les loges, les journaux de la secte se mirent à saper tous les principes sociaux, à dénaturer l'histoire, à vilipender chaque jour les gens de bien et les membres du clergé. Et ces disciples de Voltaire avaient appris de leur maître qu'à force de mentir, on finit par infiltrer le mensonge dans les esprits. Mentez, mentez. Se croyant alors en mesure de dresser contre l'Église le formidable engin de la souveraineté du peuple, Santander insinua que pour donner à la Colombie un code vraiment libéral qui l'émancipa à jamais de sa trop longue servitude, les électeurs devaient écarter du Congrès les réactionnaires, les fanatiques, les partisans occultes du gouvernement déchu. Un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui avec l'exclusion des communitaristes aux prochaines élections. Appuyés de savantes manœuvres électorales, ces perfides déclamations produisirent un tel effet que ce peuple catholique députa pour lui fabriquer sa constitution une imposante majorité de francs-maçons. C'était en 1821, alors que Bolivar, plus préoccupé de battre les Espagnols que de légiférer, entreprenait sa grande expédition de l'Équateur et du Pérou. Les constituants se réunirent donc à Cúcuta, sous la direction de Santander, et toujours dans les actes législatifs précédents figurait un article déclarant la religion catholique, religion de l'État, à l'exclusion de tout autre. Le Congrès biffa cet article sous l'hypocrite prétexte qu'une pareille mention n'a point de raison d'être dans un pays catholique. Aujourd'hui, on dirait c'est une discrimination. En vain, la minorité démasquait-elle un sophisme qui voilait mal les desseins des francs-maçons, et ceux-ci votèrent la suppression et expulsèrent même du Congrès le docteur Barros, qui refusa d'apposer sa signature au bas d'une constitution, disait-il, entachée d'un vice capital. On n'avait plus à se gêner avec une religion dont les droits étaient exclus de l'acte constitutionnel. Le Congrès vota l'abolition de l'Inquisition, il vota l'abolition de l'index ecclésiastique, attribua au gouvernement la censure des livres et des journaux.
et en preuve de son respect pour l'Église, Santander autorisa immédiatement la publication des œuvres de Voltaire, de Rousseau, de Diderot, de Bentham, etc. Sans compter bon nombre de pamphlets immoraux et impies. Il ne recula même pas devant l'organisation d'un schisme. Pour des raisons graves, le Saint-Siège avait en effet accordé aux monarques espagnols des privilèges très étendus quant à la nomination des dignitaires ecclésiastiques ainsi qu'à l'administration de leurs biens et revenus, privilèges qui étaient connus sous le nom de patronat royal. Évidemment, ces concessions gracieuses octroyées au roi catholique disparaissaient avec la royauté et l'Amérique républicaine retombait donc dans le droit commun. Le Congrès prétendit, contre toute justice, hériter des rois d'Espagne, ses rois et ses privilèges. On eut beau s'élever contre cette prétention schismatique, la majorité franc-maçonne ne s'en déclara pas moins investie du droit de patronat. Elle compléta donc l'œuvre de destruction en substituant dans les écoles un enseignement impie à l'enseignement traditionnel. Et sous prétexte de faire oublier les erreurs apprises durant les siècles de servitude, le Congrès imposa aux facultés universitaires et même aux séminaires un nouveau plan d'études. On introduisit dans tous les cours des auteurs dangereux, quelques-uns ouvertement impies, comme Bentham, professeur d'athéisme et de matérialisme, et malheur à qui osait critiquer ce favori de Santander. Le docteur Margallo, par exemple, fut ainsi jeté en prison pour avoir flétri du haut de la chaire universitaire cet enseignement impie devenu officiel et obligatoire. Alors, 4 ou 5 ans de régime 1000 fois plus tyrannique, entre guillemets, que l'absolutisme, entre guillemets, royal, suffirent pour quand même exaspérer les populations. Les plus acharnés défenseurs de la Révolution, comme Restrepo, qui fut l'historiographe de la Colombie, sont obligés d'en convenir. Depuis 15 ans, ils avaient accumulé plus de ruines que l'Espagne en 3 siècles, quant à la prospérité matérielle du pays. La Colombie devenait un enfer, d'où l'ordre était banni, plus de lois protectrices du foyer, des personnes, des propriétés, le brigandage militaire sous toutes ses formes, les maisons pillées, les couvents transformés en casernes, les églises profanées, des razzias de jeunes gens opérés à main armée sur les places publiques, des provinces entières livrées à l'extermination pour cause de royalisme, la province de Pasto par exemple, exécution de prisonniers, environ 1 millier, sur toutes les routes, dans les villes, les villages, des bandes de soldats en guenilles perdus de vices et vivant de rapines. Voilà le spectacle qu'offrait ce malheureux pays, avec en plus plus d'agriculture, plus de commerce, plus de travail, des contributions forcées, la misère partout, la banqueroute en perspective. Alors le peuple se mit à pousser des cris qui parvinrent jusqu'aux oreilles de Bolivar, au moment où il descendait de son trépied de Potosí, au Pérou, en Bolivie, actuellement en Bolivie. Et encore un Bolivar encore tout enivré de sa victoire sur les tyrans et tout fier du cadeau qu'il avait fait à l'Amérique en la dotant du funeste système parlementaire. Agriculteurs, commerçants, prêtres, magistrats maudissaient le nouveau régime et demandaient un sauveur, qui ne sera pas Jésus-Christ, mais qui sera Bolivar. Arrivé à Lima, les doléances de son peuple lui parviennent donc de plus en plus nombreuses et de plus en plus vives. Après avoir chassé les Espagnols, il lui restait, disait-on,
à débarrasser le pays des tyrans libéraux et de leur exécrable constitution. Les uns lui conseillaient de restaurer la royauté, les autres de ceindre lui-même la couronne sous le nom d'empereur des Andes. Et le brave Páez, qu'il avait nommé gouverneur du Venezuela, ennemi personnel de Santander, ce général, ce brave Páez, le sommait d'imiter Bonaparte au retour d'Égypte et de se jeter à la porte tous les idéologues du Congrès. Sous l'empire du mécontentement général, les éléments divers dont se composait la Colombie se désagrégeaient. Páez travaillait à séparer le Venezuela de l'Union colombienne. D'autres ambitieux agitaient les provinces de l'Équateur. La dislocation et la mort s'annonçaient donc à bref délai. Malgré sa haine pour Bolivar, Santander se vit obligé de faire appel à lui pour intervenir. Mais le vainqueur de l'Espagne, vaincu lui-même par le faux principe dont il s'était fait l'esclave, va devoir se débattre, mais en vain, contre la tyrannie révolutionnaire. Au nom du peuple souverain, les santanderistes vont coucher dans le même sépulcre Bolivar et la Colombie. Bolivar connaissait à fond le mal dont souffrait son pays. À la constitution anarchiste, antisociale, anti-religieuse de Cuenca, il eût voulu substituer le système bolivien, c'est-à-dire une sorte de royauté constitutionnelle, moins l'hérédité dans le chef de l'État. Un président à vie, investi de pouvoirs étendus, un Sénat inamovible et une chambre élective. Moyen terme entre la vraie république et la vraie monarchie. Et ce moyen terme lui paraissait répondre aux exigences du tempérament américain, aux souvenirs du passé comme aux aspirations du présent. Et le 25 mai 1826, il le déclarait nettement au général Páez, qui voulait faire de lui un nouveau Napoléon. « La Colombie n'est pas la France, lui disait-il. Je crois qu'au temps marqué pour la réforme des lois constitutionnelles, il faudra les améliorer nettement dans le sens du principe conservateur, mais sans sortir du système républicain. » Et pour opérer cette évolution, il comptait sur son influence, sur la sagesse d'un futur congrès, peut-être aussi sur un reste de dévouement patriotique des santanderistes. Mais il prétendait ne pas sortir de la légalité pour imposer ses vues. En septembre 1826, il arrivait à Guayaquil, en marche sur Bogota. Les autorités des 3 départements de l'Équateur le supplièrent de prendre en main le pouvoir dictatorial nécessaire, à leur avis, pour combattre avec succès les anarchistes de la Colombie et les révoltés du Venezuela. Enchaîné, totalement enchaîné par son principe de la souveraineté des majorités, il répondit: « La légalité suffit pour sauver le pays et je ne veux pas entendre parler de dictature. » Puis, dans une proclamation aux Colombiens, il poussait ce cri: « Plutôt d'un père que d'un maître. » Quel est ce cri? « Le bruit de vos discordes est arrivé jusqu'à moi. Je viens à vous avec une branche d'olivier à la main. » Un peu comme Mélenchon et son rameau d'olivier. Cessez vos funestes dissensions, ou bientôt la mort succédant à l'anarchie planera sur des déserts et des ruines. Il n'était pas aussi bon prophète. C'est ce qui va se passer. Les libéraux de Bogota, Santander en tête, se moquaient bien de sa branche d'olivier.
Afin de paralyser d'avance les efforts du réformateur, ils invectivèrent dans leurs journaux contre le despote qui brûlait de ceindre la couronne et d'imposer au peuple la charge d'esclavage dont il avait doté la Bolivie. Santander échauffa si bien ses avocats, ses étudiants et la population que Bolivar, après 5 ans de triomphe et d'ovation à travers l'Amérique, fut reçu comme un ennemi dans son propre pays. Et aux portes de la capitale, l'intendant du département, entouré de la municipalité, crut devoir le haranguer sur le respect dû à la Constitution et sur le devoir qui s'imposait à tous de garder les serments prêtés. Et indigné d'une telle audace, Bolivar répondit qu'en arrivant en Colombie à la tête d'une armée couverte de lauriers, il avait droit de s'attendre à des félicitations et non à d'intempestives rodomontades sur la Constitution et ses lois. Et au palais, Santander le complimenta sur ses triomphes militaires, déclarant que lui, Santander, avait mis sa gloire pendant ces 5 années à gouverner selon la loi. Du reste, il serait toujours l'esclave de la Constitution et grand admirateur de Bolivar. À ces démonstrations, Bolivar comprit la nécessité de tenir dans l'ombre, au moins pour le moment, son plan de réforme. Il parla de l'indépendance, de l'armée, de l'union, de la volonté nationale souveraine et infaillible, de la Constitution, le livre sacré, disait-il, l'évangile du peuple colombien. On m'accuse d'aspirer au trône, ajouta-t-il. On devrait savoir que le nom de Libertador me suffit et que je n'aspire pas à descendre. Belle humilité. Là-dessus, il reprit son épée et partit au Venezuela pour ramener de gré ou de force les séparatistes à l'union, en applaudissant aux déclarations libérales de Bolivar. Les santanderistes n'ignoraient pas sa pensée intime sur leurs lois exécrables, ni son grand désir d'une révision. Et ils l'avaient appelé pour mettre Páez à la raison, mais avec la volonté bien arrêtée de renverser leur sauveur quand ils n'auraient plus besoin de son appui. Et à peine eut-il quitté Bogota que les journaux recommencèrent à hurler contre le tyran, à cribler de leur sarcasme la Constitution de Bolivar. Et pour monter les têtes, Santander publia une adresse au président, signée par un grand nombre d'habitants et de fonctionnaires de Bogota, adresse dans laquelle, au milieu des louanges plus ou moins venimeuses, on le suppliait de ne pas changer de système de gouvernement. Et à force d'intrigue, il parvint même à soulever contre Bolivar la division colombienne qu'il avait suivie au Pérou. Le colonel Bustamante et 70 officiers, ses complices, emprisonnèrent leur chef sous prétexte que la République était en danger à Lima aussi bien qu'à Bogota. Et au lieu de destituer l'auteur de cet indigne pronunciamento, comme on dit, coup d'État, Santander lui envoya ses félicitations. De pareilles manœuvres exaspérèrent tellement Bolivar qu'il résigna immédiatement ses pouvoirs. Bolivar était donc décidé à quitter le pouvoir et sa décision était irrévocable. Le Congrès n'en examina pas moins la question de savoir s'il convenait ou non d'accepter la démission du président. Alors, les bolivaristes, ou partisans de la révision, opinèrent pour la négative, alléguant la nécessité d'un bras puissant et fort dans les circonstances difficiles où se trouvait la Colombie. Les santanderistes, furieux, se prononcèrent pour l'acceptation. Après cela, on passa au vote, et là, pourtant, 50 députés contre 24 refusèrent d'accepter la démission.
les santanderistes battus, Bolivar garda le pouvoir, convoqua une grande convention qui terminerait tous les différends en tranchant la question des réformes constitutionnelles. Et toujours respectueux de la souveraineté nationale, il recommanda aux agents du gouvernement de proposer au choix des électeurs des hommes de probité, de patriotisme, puis de laisser à chacun sa liberté. Là-dessus, ces fonctionnaires se croisèrent les bras pendant qu'une légion de santanderistes dénonçait aux villes et aux villages le tyran, l'usurpateur, l'ennemi de la patrie. Et comme d'ordinaire, le peuple trompé prit parti pour les plus actifs et les plus audacieux. Et il députa à la Convention une forte majorité de santanderistes. L'Assemblée se réunit à Ocaña le 6 avril 1828. Bolivar, toujours en campagne contre les insurgés, adressa aux députés un message fortement motivé sur la nécessité de fortifier le pouvoir exécutif. L'Assemblée écouta le message dans un profond silence, mais bientôt les santanderistes vomirent un flot d'injures contre le dictateur réclamant à grands cris sa déchéance. Et en présence de ce parti pris, la minorité refusa d'assister aux sessions, ce qui, faute du nombre requis pour délibérer, entraîna la dissolution de l'Assemblée. La situation devenait grave, très grave. Les libéraux parlaient d'exiler ou même d'étrangler Bolivar. Et dans une pareille extrémité, le colonel Herrán, chef du département, convoqua une junte populaire. Le peuple décréta d'emblée la dissolution du Congrès et la dictature temporaire du président. Et aussitôt, le Conseil d'État et les autorités civiles et militaires se rallièrent à la junte et Bolivar entra dans la capitale au milieu d'un peuple en liesse. Vous voyez, c'est affolant de voir ça. Il consentit à prendre le pouvoir jusqu'au 2 janvier 1830, date fixée pour la convocation d'un nouveau congrès. Mais la révolution ne désarme jamais. Ce qu'elle ne peut abattre, elle les assassine. Un mois après leur échec, donc le 25 septembre 1828, il y eut tentative d'assassinat de Bolivar en pleine nuit, mais qui se solda par un échec. Les plus coupables des assassins furent fusillés et Santander, convaincu d'avoir trempé dans l'assassinat, fut banni. Bolivar comprit alors que la tyrannie révolutionnaire, il l'a compris bien tard, mais il l'a compris, ainsi que la situation d'un peuple livré sans défense aux ambitieux, aux scélérats qu'il exploitait, pouvait avoir une importance de plus en plus grande. Alors, ne consultant que la justice et l'intérêt de la patrie, il dicta 2 décrets. Premier décret, considérant que l'impunité accordée aux criminels et aux pervers amènerait à bref délai la dissolution de l'État, je prends en main l'autorité dictatoriale que le peuple m'a confiée. Deuxième décret, considérant que les sociétés secrètes ont pour but principal de préparer les révolutions politiques et que le mystère dont elles se couvrent révèle suffisamment leur caractère nuisible, j'ordonne la dissolution de ces sociétés et la fermeture des loges. Très bonne disposition, mais qui arrive largement trop tard, puisqu'on va voir la suite. Afin de rétablir l'union intime entre l'Église et l'État, il exhorte vivement le clergé à prêcher sans cesse la morale chrétienne. Enfin, persuadé que l'enseignement universitaire empoisonnait la jeunesse, il en ordonne la réforme complète, expulse des écoles
les auteurs dangereux et y introduit l'étude approfondie de la religion. Bolivar avait pour lui la raison, mais pas la logique. L'homme de 1789 avait trop caressé, avait trop vanté, avait trop divinisé la Révolution pour qu'elle se laissât finalement museler par lui. Pauvre naïf. La date solennelle du 2 janvier 1830 allait remettre Bolivar en présence du peuple souverain. Durant l'année entière, ses ennemis avaient déployé les moyens les plus ignobles pour le discréditer auprès des électeurs. À force d'entendre dire que la dictature était le marchepied du trône, le peuple s'imagina qu'en votant pour les partisans de Bolivar, il voterait le rétablissement de la royauté, et les santanderistes triomphèrent sur toute la ligne. Outré d'une pareille attitude, brisé de fatigue, malade, Bolivar succomba sous le poids du découragement et du chagrin. Et ne voyant aucun moyen légal de résistance aux oppresseurs de la patrie, il laissa dire et faire. Sa décision irrévocable était de rentrer dans la vie privée. Aussitôt, Bolivar, après l'ouverture du Congrès le 15 janvier 1830, Bolivar envoie sa démission dans des termes qui ne laissent aucun doute sur ses intentions. D'un mot qui résumait l'histoire des 20 dernières années, il établit ce triste mais fatal bilan de la tyrannie révolutionnaire. Je cite, « Concitoyens, je le dis, la rage au front, nous avons conquis l'indépendance, mais au prix de tous les autres biens. » C'est beau, c'est bien dit, mais... Je le dis, la rage au front, nous avons conquis l'indépendance par rapport à l'Espagne, mais au prix de tous les autres biens. Sans tenir compte des instances du Congrès, qui le priaient de garder le pouvoir jusqu'après le vote de la Constitution et l'élection des autorités nouvelles, il fit part au peuple de sa retraite définitive. Et le 8 mai, Bolivar partait pour Carthagène avec le dessein de passer en Europe. Et des bords de la mer où il s'était rendu pour rétablir sa santé délabrée, il vit s'écrouler totalement l'édifice qu'il avait bâti. Le Venezuela s'organisait en république indépendante sous la présidence du général Páez. Les 3 départements de l'Équateur, Quito, Cuenca et Guayaquil, brisaient à leur tour la chaîne qui les attachait à la Colombie et se déclaraient autonomes sous les ordres du général Flores, un général dont on parlera plus tard, qui fut une vraie calamité pour l'Équateur. Ainsi, Bolivar assistait de son vivant au démembrement de sa grande république, dont ses officiers se disputaient les débris. On lui apprit bientôt que le maréchal Sucre, son meilleur ami, avait été lâchement assassiné par ses rivaux. Le désordre prit d'ailleurs de telles proportions à Bogota que le général Urdaneta, s'étant rendu maître de la ville par un coup de force, institua un gouvernement provisoire dont le premier acte fut d'envoyer une commission à Bolivar pour le supplier de reprendre le commandement. Il y en a qui ne comprendront jamais. Quelques mois d'une agonie morale suffirent pour conduire Bolivar au tombeau. Le 8 décembre 1830, à Santa Marta, se sentant défaillir, il reçut les derniers sacrements de la manière la plus édifiante et il dicta ses derniers adieux au peuple colombien. Vous avez été témoins de mes efforts pour implanter la liberté là où régnait autrefois la tyrannie. Moi, je ne leur ai pas donné l'extrême-onction. Je n'ai cherché ni le repos ni la fortune, et j'ai quitté le pouvoir quand j'ai cru n'avoir plus votre confiance. Mes ennemis ont abusé de votre crédulité pour détruire ma réputation et attaquer mon libéralisme. 2 choses qui me sont plus chères que la vie. Victime de mes persécuteurs, je leur pardonne avant de mourir.
Je vous adresse mes derniers vœux pour la gloire et la consolidation de notre chère Colombie. Travaillez tous à rétablir, je vous en conjure, l'union. Citoyens en obéissant au gouvernement. Ministres de Dieu en élevant vos pensées vers le ciel. Et soldats en vous servant de votre épée pour défendre la société. Colombiens, ma dernière pensée est pour la patrie. Si ma mort peut contribuer à vous rendre plus unis, volontiers je descends au tombeau. Et le 17 décembre 1830, il rend son dernier soupir à l'âge de 47 ans, dévoré par la Révolution, lui-même fils de la Révolution. Alors, dernière question, libérateur, Bolivar est-il un libérateur? En dépit du glorieux titre de Libertador, Bolivar ne fut pas un vrai libérateur. S'il chassa de l'Amérique les tyrans, entre guillemets, qui l'opprimaient au nom de l'omnipotence royale, ce fut pour la livrer à une horde de tyrannos qui l'écrasèrent au nom du peuple souverain. Et s'il lui donna l'indépendance, ce fut au prix de tous les autres biens, comme il le dit lui-même. Pour sauver l'Amérique, il fallait donc un autre Bolivar. Mais un Bolivar assez fort pour chasser les révolutionnaires, assez chrétien pour remplacer la souveraineté du peuple par la souveraineté du Christ et les droits de l'homme par les droits de Dieu. Or, le peuple souverain, entre guillemets, tel était le grand Dieu des Amériques. Et là, comment faire pour contrer le courant révolutionnaire à ce monde épris de 1789? En 1870, la Révolution mit à la porte l'homme qui avait tremblé devant elle. Napoléon eut le sort de Bolivar, et la France tomba dans cette effroyable anarchie que fut la Commune. La conclusion de Bolivar, c'est celle-ci. Les peuples doivent périr parce qu'aucun homme au monde n'est assez fort pour les tirer des griffes de la Révolution. Et le père Berthe, qui a écrit ce grand ouvrage sur Garcia Moreno, il l'a écrit pour protester, dit-il, contre cette conclusion désespérante et pourtant si logique en apparence, à savoir que les peuples doivent périr parce qu'aucun homme au monde n'est assez fort pour les tirer des griffes de la Révolution. Eh bien non, la Révolution n'a pas tellement assujetti, n'a pas tellement abêti les peuples qu'un Hercule chrétien ne puisse encore les arracher à son joug pour le rendre à Jésus-Christ et à son Église. Et c'est précisément pour relever des courages abattus que Dieu a suscité dans cette deuxième moitié du XIXe siècle ce phénomène politique qui s'est appelé Garcia Moreno. Il a été président de la République d'un des États révolutionnaires nés du démembrement de la Colombie, à savoir l'Équateur, 30 ans seulement après Bolivar, sans aucun respect pour les immortels, entre guillemets, principes. Cet homme, par un coup de force, balaya les misérables qui s'engraissaient aux dépens du peuple souverain. Il installa dans son pays un gouvernement aussi catholique que celui de Saint-Louis, et il tira la nation du chaos où elle expirait. Et en 1862, en dépit des libéraux, en dépit des émeutiers, il signait un concordat qui restituait à l'Église son entière liberté. En 1867, il installa une constitution destinée à faire de son peuple, au milieu des nations sans Dieu, le vrai peuple du Christ. En 1870, il eut la hardiesse de protester seul, on le verra plus tard, contre l'envahissement des États pontificaux,
alors que par la reconnaissance officielle d'un pouvoir usurpateur, les rois se faisaient les complices des brigandages italiens. Il obtint même du Congrès, en 1873, un subside national en faveur du pontife, qui était captif et dépouillé. En même temps, il consacrait la République au Sacré-Cœur de Jésus et il ordonnait de placer aux frais de l'État dans toutes les cathédrales une pierre commémorative de ce grand événement. Alors, dans un pays pauvre et ruiné, il trouva moyen de réaliser en 10 ans, au point de vue intellectuel, moral et matériel, des prodiges tels que l'imagination la plus audacieuse n'eût osé le concevoir. Naturellement, les démocrates qu'il avait évincés du gouvernement, les théoriciens de l'Église libre dans l'État libre firent rage contre lui. Mais son bras de fer les écrasa toutes les fois qu'ils ouvrirent leurs serres pour ressaisir leur proie. Et sans aucune concession, on le verra dans l'histoire de García Moreno. Enfin, comme le peuple, reconnaissant envers son bienfaiteur, venait de lui confier une 3e fois la suprême magistrature, sa mort fut décrétée dans les loges maçonniques. Il la prit et il écrivit au pape cette parole sublime: « Puissé-je être jugé digne de verser mon sang pour la cause de l'Église et de la société ?» Et Dieu l'en jugea digne, et le 6 août 1875, il tomba sous le poignard de la Révolution. Et sa dernière parole fut le cri du martyr: « Dios no muere » Dieu ne meurt pas. Et en Équateur, il y eut des jours de deuil, de désespoir qui suivirent l'exécrable assassinat. Et c'est alors qu'en Amérique, comme en Europe, a retenti ce nom à jamais mémorable de García Moreno. Et le pape Pie IX fit élever une statue à celui qu'on a appelé le nouveau Charlemagne, dans cet Rome dont il avait si noblement revendiqué les droits. Le congrès de l'Équateur lui décerna ce solennel hommage, considérant que l'excellentissime seigneur Don Gabriel García Moreno, par sa puissante intelligence, comme par ses hautes vertus, a mérité d'occuper la première place entre tous les enfants de l'Équateur, considérant qu'il a consacré sa vie et son génie à la régénération et à la grandeur de la République, en basant les institutions politiques sur le fondement solide du principe catholique, considérant qu'avec la magnanimité des grands hommes, il affronta sans crainte la diffamation, la calomnie et les sarcasmes impies, donnant ainsi au monde l'exemple unique d'une inébranlable fermeté dans l'accomplissement du devoir, considérant qu'il aima la religion et la patrie jusqu'à souffrir le martyre pour elle, léguant à la postérité une mémoire illustrée de l'immortelle auréole dont le ciel couronne les vertus héroïques, considérant qu'il combla la nation d'immenses et d'impérissables bienfaits dans l'ordre matériel, intellectuel, moral et religieux, et considérant enfin que la nation doit gratitude, honneur et gloire aux citoyens qui, sous l'inspiration du plus pur patriotisme, savent ainsi l'ennoblir et la servir, l'Équateur, par la voix de ses législateurs, donne à García Moreno les titres de régénérateur de la patrie, martyr de la civilisation. Et afin de recommander ce noble héros à l'estime et au respect de la postérité, il lui sera élevé une statue en marbre portant cette inscription: à l'excellentissime García Moreno, le plus grand des enfants de l'Équateur, mort pour la religion et la patrie, la République reconnaissante. Ainsi, pour vaincre la Révolution, il a fallu un Hercule chrétien, un García Moreno, couvert de l'armure du Christ, c'est-à-dire des vérités sociales dont l'Église seule a le dépôt. Et seul de tous les chefs d'État, depuis le péché originel de 1789,
et la déchéance des sociétés qui en a été la suite, García Moreno a restauré le gouvernement chrétien et a mérité le nom glorieux de régénérateur de la patrie. Voilà, c'est une introduction très grande à la vie de García Moreno que nous allons voir. Je peux continuer, j'ai simplement quelques pages. Alors, le père Berthe intitule son chapitre sur la vie de García Moreno, les premières années, le chevalier du droit, c'est-à-dire 1821-1856. Nous allons le voir simplement ces premières années. Alors, García Moreno est né à Guayaquil le 24 décembre 1821, donc en pleine ébullition, en pleine agitation bolivarienne, 6 mois avant la prise de Quito par les troupes républicaines. Il reçoit au baptême le prénom de son père, Gabriel García Gómez, d'une famille distinguée par sa noblesse, par ses mérites. Son père était de vieille Castille et il s'était expatrié pour chercher fortune en Amérique. Quand on dit chercher fortune tout à fait noblement. C'est comme moi j'ai connu des Français comme ça qui sont allés s'installer en Argentine au début du siècle pour faire fortune, et c'est tout à fait noble, il n'y a rien à redire là-dessus. Alors il s'établit à Guayaquil, donc, où il épouse la señorita Moreno, mademoiselle Moreno, Mercedes, fille de Don Manuel Ignacio Moreno, qui était chevalier de l'ordre de Charles III et membre inamovible de la municipalité de Guayaquil. Elle aura dans sa parenté José Ignacio Moreno, qui fut archidiacre de Lima, et Miguel Ignacio Moreno, père du cardinal Moreno, naguère archevêque de Tolède. Alors on trouve chez les deux époux un invincible attachement à la religion catholique et un souverain mépris pour les faux indépendants qui cherchaient à s'affranchir non seulement de l'Espagne, mais des habitudes religieuses dont elle avait pénétré ses colonies. Il y a des gens comme nous. En témoignage de l'estime de ses concitoyens pour sa douceur, son amabilité, son intrépidité, le père de García Moreno fut nommé procureur municipal. Quant à son épouse, Doña Mercedes, elle se distinguait par la supériorité de son esprit, sa solide piété, la dignité de son caractère, l'autorité de sa conduite. Une vraie femme. Ardente royaliste comme son mari, elle refusa jusqu'à la fin de sa vie de pavoiser sa maison le jour de la fête de l'indépendance, aimant mieux payer l'amende imposée aux contrevenants que de paraître se réjouir au souvenir d'une révolution. Donc avis à ceux qui mettent le drapeau bleu, blanc, rouge le 14 juillet. Dieu récompensa les vertus de ces généreux chrétiens par une belle famille, dont tous les enfants firent leur consolation et dont le plus jeune sera éternellement leur gloire, García Moreno, Gabriel. Alors l'aîné devint prêtre, le deuxième, bien que laïque, s'est illustré par une étude approfondie de la liturgie catholique. Le troisième, Don Pablo García Moreno, un des grands propriétaires de l'Équateur, va aider son jeune frère, devenu président de la République, à réaliser de grandes entreprises. Le quatrième, Michel García Moreno, que le président préposa plus tard à l'administration des salines de l'État. Don Gabriel avait aussi 3 sœurs, Rosario, Mercedes et Carmen, toutes d'une vie sainte et irréprochable. Et puis Gabriel, le dernier rejeton de cette famille, au sein de laquelle il va puiser des sentiments de foi vive et d'honneur chevaleresque, une noble passion du devoir et les rudes leçons de l'adversité. Par suite des révolutions incessantes qui bouleversaient l'Amérique, que l'on a vu, son père
essuya de grands revers de fortune. D'opulente qualité, sa famille est tombée dans la gêne et bientôt la pauvreté, avec ses souffrances, et surtout pour le petit Gabriel, puisque les autres avaient déjà terminé leur éducation. Doña Mercedes comprit la tâche que les circonstances lui donnèrent à remplir, et elle se chargea de former le cœur et l'esprit de cet enfant, Gabriel, et Gabriel s'habitua ainsi à vivre dans un climat de piété, un climat d'amour du devoir, de la régularité, d'amour de l'acceptation abandonnée des peines de la vie. Alors, son intelligence, il avait une intelligence remarquable, mais une intelligence trop précoce qui va se développer aux dépens de ses forces physiques. Et c'est ainsi que le petit Gabriel va devenir un enfant chétif, maladif, et ce qui va redoubler les sollicitudes maternelles. Gabriel comprit tous les sacrifices que sa mère s'imposait pour lui. Et plus tard, quand il parlait de la cité de Guayaquil, la cité par excellence des révolutions, il disait agréablement « Je n'y connais que deux bonnes choses, ma mère et la banane ». Mais, chose étrange, l'homme qui plus tard va étonner le monde par son audace, s'était montré dans son enfance un garçon timide, craintif à l'excès. Alors quand il y avait des ténèbres, les tempêtes, les morts surtout, eh bien, lui causait de mortelles frayeurs, à tel point que son père, qui était un chevalier sans peur, crut devoir employer les moyens les plus énergiques pour le guérir d'une pusillanimité qui l'inquiétait à bon droit. Un jour, l'ouragan ébranlait les maisons de la ville. Il enferma Gabriel sur un balcon, et l'enfant était affolé. Il l'enferma sur le balcon, il le laissa seul s'accoutumer au bruit du vent, des vagues et du tonnerre. Dans une autre circonstance, un cadavre gisait au milieu d'une chambre isolée, 4 cierges éclairant seuls le visage du défunt au milieu de la nuit, et Garcia Gomez demande au petit Gabriel d'aller de ses mains tremblantes allumer un cierge aux terribles veilleuses qui lui mirent aussi devant les yeux le spectre redouté. De plus, les événements de Guayaquil, que l'on a vus, dont la ville était le théâtre dans tous ces temps troublés, n'aidèrent pas peu à dissiper les terreurs imaginaires de cet enfant, et ils initièrent l'enfant à cette vie tourmentée qui allait l'attendre. Donc on peut dire qu'il a été élevé au bruit de la fusillade et du canon. À peine âgé de 9 ans, il quitte sa ville natale, à peine âgé de 9 ans, sans avoir quitté sa ville natale, il était passé par 4 nationalités différentes, successives. Sujet à sa naissance de la Grande République colombienne, il devient en 1827 membre de la Petite République de Guayaquil, libre et indépendante, puis citoyen du Pérou, qui, dans sa lutte contre Bolivar, avait cru bon de s'annexer cette perle du Pacifique, et enfin, en 1830, lors des derniers déchirements de la Colombie, on l'improvisa citoyen de la République de l'Équateur, constitué définitivement en État souverain. Donc tous ces changements à vue, ces hordes qui passaient et qui repassaient en hurlant contre les tyrans, ces bombardements dont la ville était sans cesse menacée, vont familiariser cet enfant avec les révolutions, avec les coups de main, avec les dangers de tout genre. Et ils vont contribuer, sans aucun doute, à doter son âme de cette insensibilité stoïque qu'on va remarquer pendant sa présidence et même avant, dans les conjonctures les plus périlleuses. À cette époque, un nouveau malheur acheva de désoler l'enfant et la mère, la mort de Garcia Gomez, privant donc la famille de son unique soutien, ne permettant plus à l'enfant d'aspirer à une instruction quelconque. Mais les prières de Doña Mercedes vont permettre
qu'un des religieux du couvent Notre-Dame de la Merci, le père Bettencourt, non loin de la maison, s'offrit à donner à l'enfant des leçons de grammaire. Et c'est ainsi qu'en 10 mois, il acquit une connaissance approfondie de toutes les règles de la langue latine. En quelques années, il parcourut le cycle entier des études élémentaires. Le père Bettencourt avait bien compris qu'il avait devant lui une intelligence d'élite à exploiter. L'enfant allait avoir 15 ans. Son professeur ne pouvait continuer une éducation qui lui demandait trop de temps et d'efforts. De plus, Guayaquil n'avait pas de collège où l'on trouva un enseignement complet. L'unique moyen donc d'acquérir à la science, c'était de se transporter à Quito pour fréquenter les cours de l'université. Donc en dépit des obstacles, des impossibilités, Gabriel décida qu'il continuerait ses études à l'université. Et à force de rechercher comment pourvoir aux frais d'un long séjour dans la capitale, que sa mère ne pouvait honorer, ce fut encore le père Bettencourt qui trouva la solution auprès de ses 2 sœurs pour le logement et la nourriture. Et c'est ainsi qu'il quitta pour Quito en septembre 1836, non sans déchirement, le foyer familial. Et il fut alors reçu à Quito, les bras ouverts par ses nouvelles mères. Nous verrons la suite, sa vie d'étudiant, etc., la prochaine fois. Alors, je vous préciserai, mais le prochain cours, ayant lieu le 24 décembre, il est évident que je ne le ferai pas. Donc je l'ai avancé d'1 semaine. Donc ça ne sera pas le 24, mais le 17. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.